des échos dans la salle. Juste vous dire que moi, on a mis cette disposition, c'est la première fois. Du coup, je me sens un peu impressionnée par une salle que je connais très bien habituellement. Et effectivement, là, je me dis, c'est vraiment l'Assemblée. Donc, ça en jette quand vous êtes installé de cette manière-là. Donc j'introduis la conférence qui est la première d'un cycle de 4 conférences. Vous avez vu qu'il y avait des affiches. On en aura donc une autre le 28 novembre, une autre le 12 décembre et une dernière le 16 janvier. Alors juste vous dire un petit peu dans quel cadre on a organisé ces conférences. C'est avec l'association Cliopsy dont Claudine Blanchard-Valaville est présidente. Je vais vous en parler, oui. Et voilà, qui nous en parlera, de nous dire un petit peu quel est le but de cette association. Moi, je voulais juste préciser tout de même que la manière dont on a mené cela, c'est Cliopsy qui sera rémunéré par rapport au temps des conférences. Par contre, tous les conférenciers font des conférences et sont présents bénévolement. Donc, c'est parler de l'engagement que ça représente. Et moi, je voulais vraiment vous remercier parce que je sais que c'est une manière, en tout cas pour nous, de faire venir la recherche dans nos institutions et de ne pas toujours nous mobiliser pour aller sur des conférences qui n'est pas toujours évident, etc. Donc pour moi c'est un moment hyper important. C'est aussi dans l'axe recherche que veut développer la VEJ qu'on démarre ce cycle de conférences avec un très fort appui de notre direction générale. Je voudrais remercier donc Louis-Marie Bossard qui est là et qui lui aussi fait partie donc de l'association Cliopsy dont il est, je crois, vice-président. Non, il est rédacteur en chef de la revue. C'est moi le vice-président. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai rien dit. Pardon. C'est pas grave. Et alors dis donc, présidente et vice-présidente. Oui, c'est ça. Voilà. Juste aussi remercier Emmanuel Breton. Il est où Emmanuel? Voilà. Directeur de la passerelle qui a bien voulu nous rejoindre ce matin. Et je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous connaissez Bernard Pechberti qui est venu intervenir sur un temps sur l'USAU et qui poursuivra, je crois, dès la semaine prochaine sur de l'analyse des principes. Et pour d'autres, Claudine Blanchard-Laville, puisqu'elle intervient également sur une de nos structures à l'hostal. Voilà. Je vais peut-être passer la parole donc à Claudine Blanchard-Laville, en sachant qu'on fera une petite pause vers 11h. Madame Soumeillan étant la gardienne du temps, on fera un quart d'heure, il faudra se tenir pour qu'on puisse tenir aussi le temps des conférences. Voilà. Merci beaucoup. Claudine. Alors, c'est à moi. J'ai une petite faiblesse dans la voix, donc vous allez me dire si je dois prendre le micro ou si ça va. Bon, mais tu me dis si ça... Si ça chute, je prendrai le micro. On a prévu. Hein. Donc moi aussi, je voulais remercier la VEJ et aussi l'établissement, l'institution Hostal et le SAU, oui, SAU 78. dans lequel nous sommes réunis ce matin, ainsi que sa directrice Narges Guetta Calabrese, d'avoir pensé à nous faire intervenir auprès de vous et de nous avoir accompagnés dans la construction du cycle des 4 conférences que nos 2 institutions vous proposons ensemble, la VEJ et l'association Cliopsy. Alors voilà les 3 points que je vais essayer de développer. Ah, il faut que je m'entraîne là, hein, il y a un problème. Fabien Pourquoi ça revient pas au début quand je fais... Oui, voilà. C'est l'ordinateur de Fabien. Oui, c'est bien quand je fais ça. Donc là, je suis sur le plan. Pourquoi il y a une minute encore là? Bon. Il y a une diapositive qui est blanche. Ah, mais tu vois, ça revient pas au... Mais non. On passe mieux.
Non, les flèches, ça marche pas. Si, si, ça marche. Non, bien sûr, ça marche bien. Oui. Justement, le pire, c'est que ça marche pas. Tu vois? Vous avez raison. Oui, mais après, ça marche. Non, la flèche retour ne marche pas. Bon. Comment on peut faire? Ouais. Ah, voilà, d'accord. Alors, je vais essayer d'utiliser la souris plutôt que les flèches. D'accord. Voilà ce que je voudrais essayer de vous dire ce matin, étant donné que je crois que je pose le contexte de l'ensemble des 4 conférences, puisque tous les intervenants que vous allez écouter travaillent dans le contexte de l'approche que je vais vous présenter ce matin. Donc je vais passer un peu de temps là-dessus, même si j'ai pas trop de temps sur mon 3e point, on verra, puisqu'il faut que je me restreigne à 1 heure, et avec vos questions bien sûr. Donc dans le premier temps, je voudrais vous dire d'où nous allons vous parler. Les intervenants des 4 conférences qui sont prévues sont tous membres du CA de l'association, mais tous, c'est là-dessus que je veux insister, universitaires. Aujourd'hui, vous avez affaire aux membres historiques, les anciens, si je puis dire. Sans doute Bernard Pechberti et moi-même sommes les plus anciens dans le réseau Cliopsy. Et nos collègues nous ont fait l'honneur de nous désigner respectivement vice-président et présidente de l'association. Donc, nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs émérites, c'est-à-dire 2 universitaires dont l'exercice du métier d'enseignant-chercheur à temps plein s'est achevé, en l'occurrence professeur des universités, et nous bénéficions par ce titre de professeur émérite de la reconnaissance de nos collègues et de nos équipes de recherche respectives pour poursuivre un certain nombre d'activités liées à la recherche et à la diffusion des résultats de la recherche. Sans doute, je me sens encore plus universitaire que mon collègue, enfin, tu le diras toi-même, car j'ai fait toute ma carrière à l'université, tandis que je crois que toi, tu as exercé auparavant comme professeur de philosophie, psychologue clinicien et formateur d'enseignants avant de nous rejoindre à l'université. Si j'insiste sur ce point, c'est qu'avant tout, notre pratique, c'est celle d'être enseignant-chercheur universitaire, à savoir que notre pratique, c'est celle de l'enseignement, de la formation à l'université, mais surtout celle de la recherche. Développement de projets de recherche, animation d'équipes de chercheurs, formation des futurs chercheurs et diffusion des résultats de la recherche. Mais le plus souvent, la diffusion que nous faisons de nos résultats de recherche, c'est à l'adresse de publics de chercheurs comme nous, dans des colloques. Donc pour nous, c'est sans doute un exercice un peu plus difficile de venir vous parler, sachant qu'il va falloir un petit peu nous départir de notre habitude de chercheurs. Et ça n'est pas facile, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Sans doute, on a une propension à utiliser un langage un peu trop théorique parfois. Il faut que vous sachiez que nous sommes évalués pour progresser dans notre carrière quasi exclusivement sur nos productions de recherche. Du coup, notre lien à vos propres pratiques, il est réel, puisque c'est par l'intermédiaire des dispositifs que nous animons et en lien avec les résultats de nos recherches, mais notre contact avec vos pratiques n'est pas direct. Il est en quelque sorte filtré par les récits que vous nous en faites et que vous nous apportez dans les groupes que nous animons. En revanche, comme Bernard et moi-même, nous avons animé depuis très longtemps ce genre de dispositif, nous avons entendu un très grand nombre de situations racontées et élaborées en groupe. Pour ma part, je veux vous dire que je suis plus familière avec la pratique des enseignants et celle des formateurs. Mes recherches ont surtout porté sur ce domaine, comme en témoignent mes principales publications, exercice de la souris, donc voilà, c'était déclinaison, j'appartiens à l'équipe de Nanterre, voilà,
Si vous voulez connaître mes travaux en long, en large, vous pouvez aller visiter mon site. Et donc, je vous disais que mes travaux portent surtout sur les pratiques enseignantes. Donc, mes livres principaux sont ceux-là, Les enseignants entre plaisir et souffrance, et Au risque d'enseigner. Néanmoins, parmi tous les groupes que j'ai animés depuis longtemps à l'université et aussi en privé, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres professionnels comme vous, éducateurs, travailleurs sociaux, cadres de santé. Oh, mais c'est terrible cette histoire de la souris là. Hein. Bon, elle ne fait pas ce que je veux. C'est ainsi que notre revue Cliopsy est une revue de recherche. À savoir que les articles qui y sont publiés sont sans doute dans un langage un petit peu théorique, étant donné que c'est la même chose que ce que je vous disais précédemment. Cette revue, elle sert à nos collègues chercheurs pour avancer dans leur carrière, et donc les articles sont expertisés à l'aune de critères complètement académiques, d'où le langage pas toujours très accessible. Si je vous dis tout ça en détail, c'est pour vous indiquer qu'il ne faut pas hésiter à nous arrêter si vous avez des questions ponctuelles ou si vous pensez que nous nous éloignons un peu trop par notre langage, malgré nos intentions et notre vigilance. De plus, ce que je veux vous dire par là, c'est que, en lien avec cette pratique de la recherche, notre appréhension de la réalité de vos pratiques est structurée par un cadre théorique que nous avons choisi pour les analyser. Quand on est chercheur, on est sensibilisé au fait que le réel est multidimensionnel. Il y a beaucoup de variables qui influent sur vos situations, sur votre pratique. Et quand on est chercheur, on sait qu'on ne peut pas les appréhender toutes en même temps. On ne peut pas appréhender la réalité dans toute son exhaustivité. On ne peut pas prendre toutes les dimensions en compte à la fois. Et le plus souvent, on se contente de considérer une seule dimension, quelquefois deux, si on a un cadre théorique comme par exemple la socio-psychanalyse, où à la fois on regarde du côté sociologique et du côté de la psychanalyse. Pour ma part, je dis souvent que je suis une chercheuse monomaniaque. Je me contente de considérer les phénomènes que j'étudie sur un seul plan, le plan que découpe l'approche choisie, c'est-à-dire le plan du registre psychique. Bien sûr, c'est une approche partielle, comme vous l'entendez, mais je crois que, en tout cas j'ai la conviction qu'on ne peut pas faire un travail approfondi de chercheur si on ne peut pas se limiter à l'approche qu'on a choisie en toute connaissance de cause. Pour résumer ce que je viens de vous dire, nous sommes aussi des praticiens, mais des praticiens de la recherche avant tout. C'est pourquoi il faut qu'on trouve comment ensemble se parler, pour se comprendre ensemble. Ça va ? Oui. Ça passe la voix ? Absolument. Ça va ? Faut que je prends pas le micro, c'est pas la peine ? Non. Bon. Est-ce qu'il y a une question là-dessus ? Il faut pas hésiter à m'arrêter. Hein. Parce que moi, je peux parler... Alors, ce matin, une fois que je vous ai explicité le lieu duquel nous allons vous parler, il s'agit bien de tenter de vous apporter ce que de notre place, en toute modestie, nous pouvons avancer quant à l'analyse de vos pratiques professionnelles et ce que nous avons compris à travers l'approche que nous avons choisie, l'approche que nous appelons une approche clinique d'orientation psychanalytique. C'est là-dessus que je vais centrer mon deuxième point. Je m'appuie pour cela sur deux textes. Je ne sais pas si tu les as mis à disposition. Alors, moi, il y a quelques personnes à qui j'ai envoyé les textes parce qu'il fallait du temps pour les lire. Donc je sais que bon, c'est pas si évident de le faire avec l'échéance qui était de 3 jours. Hein, donc je voulais pas envoyer pour lecture. Par contre, à partir de demain ou après-demain, ils seront mis sur le site de la VEJ, sans doute
ou sur le site de l'Oustal, enfin sur la fiche Oustal, ou tout simplement sur le site de la Vège. Il y aura ce flyer que vous avez eu, voilà, et il y aura les textes. Et ce qu'on fera, c'est pour chaque conférence, quand il y aura des textes, Voilà. il y a les textes, il y a 2 textes de Madame Blanchard-Laville, et il y a 2 textes de Bernard Berti, le flyer, et une bibliographie qui est très fournie, mais dans laquelle vous pourrez, si ça vous intéresse en tout cas, repérer, identifier, prendre les livres voilà, qui vous intéressent. Donc mon exposé, il est extrait de ces 2 textes. Ce premier qui est un article qui a été publié en juillet dans cette revue, et celui-ci qui est un chapitre d'un livre, un livre collectif sur à quoi servent les sciences de l'éducation. Donc moi j'y ai écrit le chapitre « Le pari de la clinique psychanalytique dans le champ des sciences de l'éducation ». En effet, c'est ce pari que pour ma part j'ai tenté au sein de la discipline sciences de l'éducation à l'université depuis les années 2000, en contribuant à fédérer des enseignants-chercheurs et des praticiens au sein d'un réseau qui est structuré aujourd'hui par une revue de recherche que je viens d'évoquer, la revue Cliopsy, ainsi que par des colloques ou des congrès internationaux, dont le dernier vient de se tenir à l'université Paris-Descartes. Donc vous voyez le site de la revue. C'est une revue qui est accessible, qui est en accès libre sur Internet, qui est fabriquée bénévolement depuis 10 ans. Et donc le dernier numéro d'avril fête les 10 ans de cette revue. Pour ma part, en quelques mots pour vous dire qui je suis arrivée à l'université de Nanterre en 1968, c'était pas banal. Je suis arrivée en octobre, hein. C'était déjà, les événements étaient un peu passés. Ma formation initiale a eu lieu en mathématiques et je fais une double carrière à l'université, une carrière en mathématiques et ensuite, depuis 1991, une carrière en sciences de l'éducation. Comme beaucoup d'enseignants de sciences de l'éducation, en général, on vient d'une autre discipline et on se rallie aux sciences de l'éducation un peu sur le tard, souvent. Je suis passée pendant quelques années par la didactique des mathématiques et je suis donc émérite depuis 2010, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors je voulais quand même dire que c'est dans le terreau d'une petite équipe de recherche à Nanterre que j'ai construit toute ma carrière en sciences de l'éducation autour de Jackie Bayrou, qui peut-être est un nom qui dit quelque chose à certains encore, qui est malheureusement disparu pour nous. Dans la suite du travail qui avait été effectué par nos prédécesseurs, Gilles Ferry, Jean-Claude Fillou et Jacques Natanson. J'aime bien les citer puisque tous ont disparu, mais c'est nos prédécesseurs. Et c'est dans ce lieu que s'est forgée ma conception de la clinique d'orientation psychanalytique. Une conception dont je rends compte dans un article que j'ai intitulé, c'est ça qui est intéressant, Plaidoyer pour une clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation. Donc effectivement, je suis un peu militante. Mon attitude et mes convictions ne se sont pas modifiées depuis 2003, qui a été la première rencontre à Nanterre de ce réseau dont nous parlons, le réseau Cliopsy. Alors j'entre dans le vif du sujet sur cette approche. Je voudrais souligner que cette approche n'est pas juste une méthodologie de recherche. C'est une démarche de connaissance à part entière dans la perspective qui a été instaurée par le travail de Claude Revaud-Dallon avec son livre de 1989. En effet, le terme clinique mérite qu'on s'arrête un petit peu sur sa signification. Alors là, il bouge tout seul sans que je fasse rien maintenant. Alors là, bon, il y a des miracles là. C'est à la voix. C'est à la voix.
Alors, clinique. Quand on dit approche clinique, ça nous arrive de réduire l'expression à approche clinique, mais ça ne suffit pas à expliquer l'approche. En effet, il peut y avoir plusieurs cliniques. Et nous, ce qui nous importe, c'est de parler d'une clinique d'orientation psychanalytique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre démarche, que ce soit la démarche de recherche ou la démarche d'accompagnement, nous nous occupons d'un sujet aux prises avec son psychisme inconscient, au sens de Freud, c'est-à-dire au sens de la psychanalyse. C'est-à-dire, donc ça fait un petit peu théorique quand je dis ça, mais ça veut dire que quand nous allons vous écoutez, vous, professionnels, on écoute surtout à l'intérieur de vous une facette de vous, la facette du registre psychique, de la réalité psychique. Cette réalité que la psychanalyse nous a appris à comprendre. C'est-à-dire le fait que pour chacun de nous, il existerait une instance à l'intérieur de nous que Freud a appelé l'inconscient, qui était connu avant lui, mais qu'il a théorisé, et que ça signifie que chacun de nous n'est pas complètement libre, comme on pourrait le penser, d'exercer sa rationalité, ses intentions délibérées, qui aurait quelque chose à l'intérieur de nous, construit depuis toujours, qui nous fait agir en partie. Évidemment, on a nos intentions, notre volonté, on délibère, on essaie d'être rationnel, d'avoir une pensée rationnelle, mais peut-être que si on admet ce postulat de l'inconscient au sens de Freud, on n'est peut-être pas toujours au sommet de notre rationalité, on est agi par quelque chose que nous-mêmes nous ne savons pas exactement. Et c'est ça toute la difficulté, puisque c'est à notre insu que cette variable va influer sur nos conduites. C'est pour ça qu'il nous faut des dispositifs ad hoc pour essayer d'attraper un petit peu quelque chose de cette réalité psychique qui nous pousse dans certaines conduites, mais à laquelle nous n'avons pas accès directement. Ni d'ailleurs vos animateurs, quand ils conduisent les groupes cliniques, ils n'ont pas accès non plus. C'est ensemble qu'on va chercher à appréhender quelques petits éléments de cette dimension. Est-ce que ça va? Oui, oui, ça me paraît, moi ça me paraît fondamental, donc je suis très à l'écoute. Si je peux me permettre, en t'écoutant là, je me disais que on a, en général, les travailleurs sociaux, une grande capacité à entendre cet aspect-là des jeunes, des enfants, des familles et de tous ceux que nous accompagnons. Quand il s'agit de nous, c'est un peu plus compliqué. Voilà, je disais juste, je me faisais cette réflexion. Mais vous n'êtes pas tout seul, parce que pour nous c'est difficile aussi, hein, c'est très difficile. Donc moi je travaille sur les enseignants, et donc effectivement je travaille sur l'idée qu'un enseignant, au moment où il enseigne, au moment de son acte d'enseigner, mais au niveau psychique, il est aux prises avec ce que Freud a appelé son appareil psychique, qui est constitué d'instances en conflit entre elles. Alors je vous explique que vous avez peut-être entendu parler un petit peu de ces instances, parce que la psychanalyse est quand même beaucoup vulgarisée. Hein. Donc, il a imaginé qu'à l'intérieur de nous, il y aurait un appareil psychique essentiellement constitué de 3 instances qu'il a appelées le ça, le moi et le surmoi. Oui, ça vous dit quelque chose. Et peut-être on peut en rajouter une 4e avec l'idéal du moi. C'est-à-dire... L'idéal du moi. Oui. L'idée que... Alors je prends l'exemple de l'enseignant. Dans son ça, c'est le réservoir des pulsions, de ce qui le pousse. Alors ce qui le pousse à calmer son angoisse, sa peur, et chercher des gratifications narcissiques. Je vais prendre l'exemple de moi ici, c'est comme si j'étais un enseignant pour la première fois avec vous, sauf que là, je n'aurai pas l'occasion de me rattraper, c'est une seule conférence.
Un enseignant, il peut montrer d'autres facettes à la suite. Hein. Mais voilà, donc moi à l'instant, à chaque moment, c'est mon moi qui décide, tiens, je vais leur dire ça, tiens, je vais enlever cette phrase, tiens, je vais regarder là, je vais m'arrêter, je vais poser une question, je vais écouter. Mais derrière, il y a mon ça, c'est-à-dire toute l'anxiété que j'avais à venir vous parler, mais est-ce que je vais savoir quoi dire, comment je vais le leur dire, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, moi j'ai très peur, mais j'aimerais bien qu'ils m'aiment, hein, j'aimerais bien leur plaire, tout ça, chercher des satisfactions et calmer ces peurs. De l'autre côté, il y a mon surmoi de chercheur. Attention, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, parce que quand même, je suis chercheur. Si ça se savait que je raconte des choses pas très précises, un peu approximatives, c'est pas terrible. Et puis, il y a mon idéal du moi. Ben, il faudrait que ça soit la conférence du siècle. Ça, c'est déjà un raté. Donc, vous voyez l'idée. Vous voyez ça ? Ça travaille sans arrêt à l'intérieur de moi sans que je le sache. C'est-à-dire, c'est toutes les millisecondes que je prends une décision. J'ai beau me dire c'est rationnel, j'avais pensé avant, oui j'ai écrit. Oui. Je suis dépassée par les événements, par ce qui se passe. Vous voyez ? Donc c'est ce registre psychique que nous on essaie d'attraper avec cette approche clinique d'orientation psychanalytique. Alors bien sûr, c'est structural, hein, on va pas changer cette façon de fonctionner du sujet. Simplement, on va pouvoir essayer de travailler. Si par exemple je suis trop anxieuse et que ce matin j'arrive même pas à parler, ça va me gêner dans ma pratique professionnelle. Si mon inhibition va jusqu'à je deviens affreuse. Non mais ça relève pas. J'ai tellement peur que ça passe mal, etc. Donc je vais essayer d'y travailler pour que ça s'améliore. Ou bien si je suis complètement persécutée moi-même par mon surmoi qui me dit des chercheurs, attention, ça va m'handicaper. Donc on va essayer chacun de travailler sur le plan professionnel à améliorer la fluidité entre nos instances pour que le conflit ne soit pas trop handicapant dans notre pratique. Est-ce que ça va ? Par exemple, quand nous analysons un moment de rencontre de vous, d'un éducateur ou d'une éducatrice avec un adolescent ou une adolescente, bien sûr, nous allons prendre connaissance du contexte de la rencontre, de toutes les dimensions qui risquent d'avoir influencé cette rencontre ponctuelle, le temps, le lieu, qu'est-ce qui s'est passé au niveau objectif, les intentions, les éléments factuels. Mais notre visée avec cette approche clinique d'orientation psychanalytique, ça va être de chercher à vous faire appréhender, en tout cas faire appréhender à la personne qui nous raconte ce moment, ses éprouvés, les turbulences émotionnelles qu'elle a pu ressentir dans cette rencontre, c'est-à-dire en quoi elle a été particulièrement affectée dans ce moment de rencontre, intriguée ou interrogée. Qu'est-ce qui s'est passé qui l'interroge et qu'est-ce qui vient résonner chez elle, professionnelle, de cet adolescent? Qu'est-ce qui vient la convoquer singulièrement par le profil de cet adolescent et de ce qu'il lui adresse? Dans une rencontre comme celle d'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des mouvements psychiques dans les deux sens. Alors nous, c'est ce qu'on appelle des mouvements transférentiels. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes venu ce matin, alors avec l'idée, qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore celle-là, ou bien vous êtes venu avec l'idée, oh non mais j'ai envie de savoir, vous voyez tout le gradient de vos attentes possibles. Nous, dans notre langage, on va dire que c'est vos fantasmes à l'égard des conférenciers qui viennent ce matin. Et puis nous, à l'inverse, conférenciers, on a des fantasmes aussi, sur qu'est-ce que vous allez être comme public, qu'est-ce que vous attendez de nous.
voyez que tout ça, ça n'est pas une vraie réalité objective. C'est beaucoup nourri de nos imaginaires respectifs. On appelle ça les mouvements transférentiels que vous nous adressez, et nous, les mouvements contre-transférentiels que nous apportons en réponse à vos mouvements psychiques. Est-ce que ça va, cette idée? Bon, c'est un peu des gros mots, mais c'est bien pour dire ce que votre imaginaire nous adresse au niveau psychique, et ce que nous, on vous, sur quoi nous, on est convoqué et on vous répond en retour au niveau psychique. Alors, je voudrais insister sur un point, c'est que cette forme de connaissance, l'approche clinique d'orientation psychanalytique, elle est aujourd'hui détachée de l'influence médicale et donc d'une perspective de pathologie. Ça, c'est très important pour nous, même si la confusion est souvent dans les esprits encore. Pour nous, la démarche clinique est centrée sur des sujets en situation et en interaction, et notre objectif, c'est de comprendre leur fonctionnement psychique dans leur singularité réductible, et non pas parce qu'ils présenteraient une modalité pathologique. Ça, c'est très très important. Ça, nous le laissons aux psychiatres et aux psychanalystes, si vous allez les consulter. C'est pas notre job. Nous, on travaille sur votre profil professionnel et votre fonctionnement psychique au plan professionnel. Juste, oui. C'est ça, vous voulez dire? Ah, vous n'avez pas compris, donc voilà. Mais c'est bien, c'est bien. Vous n'avez pas compris. D'accord, ben voilà, c'est important de le dire. Jusque-là, franchement, j'étais pas mal. Ok, ben peut-être à reprendre. Redites-moi ce que vous, à quel moment vous avez décroché. Vous avez parlé de singularité modulative irréductible. Oui. Non, mais c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre démarche, nous ne nous attachons pas à vous parce que vous arriveriez avec une demande de dysfonctionnement. Et là, peut-être vous allez consulter au niveau psychique un psychiatre ou un psychanalyste. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous demande de m'aider. Donc nous, on n'est pas sur ce registre de la pathologie. On est sûr. Vous êtes des professionnels. Et dans l'exercice de votre pratique professionnelle, il y a une souffrance de base pour nous, structurale, qu'on ne pourra pas enlever, mais qu'on essaie de comprendre, et qui peut être plus ou moins forte, mais qui est non pas en lien avec votre profil qui serait pathologique, mais parce que la situation professionnelle vous convoque dans des difficultés. Donc moi je m'intéresse aux enseignants, non pas comme les psychiatres que certains vont consulter, il y a des cliniques pour ça, qui sont complètement décompensés, ça ne va plus. Moi, je m'intéresse à tous les enseignants parce que je sais que la situation, elle est risquée pour eux au plan psychique en permanence. Et pour vous aussi, vos pratiques sont des pratiques qui vous convoquent dans des situations qui vous mettent en risque psychique permanent. C'est-à-dire risque de vous convoquer dans des émotions qui vous submergent, qui sont difficiles à négocier en permanence. C'est ça. Et ça, c'est structural à votre travail, à votre pratique, à votre contexte professionnel. C'est pas parce que vous allez mal de base. Vous voyez la différence, hein? Et donc, quand on dit clinique, oui, c'est vrai que la clinique vient de la clinique médicale, et du coup, puis quand on parle de la clinique, oui, effectivement, moi aussi, je fais un tour à la clinique cet été, mais c'est pas la même. Hein? C'est ça, c'est la clinique médicale. Donc, nous, c'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous parler de clinique du lien professionnel. Cette clinique-là, c'est une clinique sur le registre professionnel. Oui, alors les questions. Oui, moi, c'est le terme souffrance qui m'interpelle. Oui. Moi, je dirais plus difficulté que souffrance, au sens où moi je l'entends du terme. Bien sûr. Peut-être que vous avez une explication de ce terme psychanalytique, mais
Voilà. Enfin, moi, je me sens pas forcément en souffrance. Oui. Quand Je comprends. Quand j'aborde des situations de jeunes, Oui. je suis peut-être en difficulté ou en questionnement. Vous avez raison. Mais vous avez raison, c'est là qu'on rejoint le langage qui est le mien. Vous avez vu un de mes livres qui s'appelle Les enseignants entre plaisir et souffrance. Et donc je m'explique sur la souffrance. Pour moi, elle est au sens existentiel. Nous sommes des êtres souffrants au sens de la psychanalyse. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes dans des difficultés permanentes de vivre. Et donc c'est une souffrance, et que le plaisir, pour moi, est toujours une conquête sur la souffrance. Donc ce sont des concepts pour moi. Hein. Mais effectivement, on peut parler de vos difficultés. Et vous allez pouvoir dire, bon, mais là, il y a une difficulté, bon, c'est bon. Mais il y a des moments où vous allez pouvoir dire, non, mais là, les difficultés sont quand même majeures, et là, moi, j'ai l'impression de souffrir. Mais c'est vrai que moi, j'emploie souffrance à un sens, là aussi, structural, hein, de l'être. Il y avait une autre question là, peut-être. Je pense que ce sera le sens. Lorsque vous évoquez un mouvement de transfert, Oui. contre-transfert, Oui. lorsqu'il s'agit de mouvement de contre-transfert, est-ce qu'on le subit ou bien on a certaines capacités de limiter quelque chose de comment l'apprivoiser ou bien... Alors, oui, alors... Il y a quelque chose dans ce sens. Alors, déjà, contre-transfert, c'est un concept sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Déjà, c'est pas très approprié à mon sens, parce que contre-transfert, ça laisse penser que nous, de l'autre côté, nous faisons que réagir par rapport au transfert que vous nous adressez. Or, nous aussi, on transfère sur vous. Hein. Avant d'arriver, il y a du pré-transfert, on transfère sur vous. Donc, moi, je parle de double transfert plutôt. Bon, alors, ce double transfert, il est inconscient. C'est-à-dire que là, je fais la grande, je fais comme si je savais ce que je projette sur vous, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est que dans une analyse d'après-coup que je vais pouvoir, avec l'aide de mes collègues, par exemple, en débriefant, me dire non mais alors là, ah, oui, donc sans doute que j'avais peur de ça et que c'est pour ça que j'ai fait ça, ou bien que je cherchais ceci ou cela et c'est pour ça que je l'ai fait. Je vais essayer d'appréhender après un peu de conscience sur ce qui m'a agi inconsciemment. Donc ces mouvements, ils sont inconscients. C'est bien ça toute la difficulté. Et on le fait en fait, quand on te dit par exemple, attention là Habib, la relation, fais attention. Parce que nous, en fait, on le voit, moi j'ai le sentiment que nous, extérieurs, personnes extérieures, on voit ce qui est en train de se jouer plus ou moins. Oui, c'est ce que disait Dargès, on va toujours chez les autres. Hein, ça fait... Non, mais on voit pas, mais on a un peu des intuitions pour les autres, mais sur soi, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'on a besoin d'autres ou de dispositifs. Hein. Du dispositif où les autres vous renvoient. Tiens, dans ce que tu dis, j'entends. Ah ben oui, tiens, je savais pas que je laissais passer ça dans ce que je dis. Je dis quelque chose, je l'ai prémédité, je le dis parce que je veux le dire, mais il passe autre chose que moi je ne sais pas. Et peut-être les autres ont quelque chose d'entendre des bouts de ce qui passe, du message. Nous avons besoin d'un tiers pour... Ah oui. Oui, complètement. Au niveau de cette question de l'approche de la réalité psychique, on n'est pas en psychologie, on n'est pas dans l'introspection, on ne peut pas soi-même s'analyser, on ne peut pas travailler sur soi tout seul. Il faut passer par le transfert d'un autre. Alors, évidemment, on peut faire, quand on a l'habitude de ce travail, on peut un petit peu le faire seul en ayant intériorisé un groupe avec lequel on a l'habitude de travailler, ou bien une personne. Donc, on peut prolonger un peu, mais tout seul, sinon c'est de l'introspection. Et on se prend la tête entre les mains et on tourne en rond dans son propre esprit. On n'arrive à rien si on veut atteindre cette dimension inconsciente. Oui. Je voulais juste revenir sur le fait de ce contexte de travail qui provoque de fait
cette souffrance. On doit être au niveau de notre secteur et de notre champ d'intervention dans la relation éducative sacrément soumis à ça, puisque sur le plan légal, le législateur a même pensé qu'il nous fallait ces espaces d'analyse des pratiques. Donc, il faut se dire que, par exemple, dans le champ de l'enseignement, à l'éducation nationale, ça n'est absolument pas une obligation que d'avoir des groupes d'analyse des pratiques. Malheureusement. Dans le champ de l'éducation, nous avons dans nos budgets toujours eu, je regarde mon collègue, cette ligne budgétaire qui reconnaît l'analyse des pratiques parce que on a considéré que ça n'était pas possible finalement de travailler, d'être dans cette relation constante, soumise à ces projections, à ces mouvements transférentiels, sans avoir, Habib, les espaces derrière pour pouvoir justement élaborer et pouvoir travailler sur ces questions. Je voulais juste rappeler ça par rapport à notre secteur. Je vais juste avancer un tout petit peu et puis je vais beaucoup couper et vous laisser la parole. Je voulais juste dire que cette approche, malgré toutes les avancées, toute la vivacité de nos recherches encore actuelles, elle rencontre des oppositions très vives. Ce qu'on appelle des résistances. C'est-à-dire, en ce moment, où la pression est très forte pour nous faire accepter la vision d'une humanité réifiée, d'un humain qui ne serait pas traversé de conflictualité interne, mais un simple auto-entrepreneur de lui-même. Les résistances et le déclin de la psychanalyse au niveau médiatique est patent. En revanche, la psychanalyse est extrêmement vivante. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu une crise de la psychanalyse, depuis sa découverte. C'est-à-dire ces oppositions et ces résistances, elles sont consubstantielles, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que nous-mêmes, on n'a pas trop envie d'aller voir ce qui nous agit à notre insu. Ben ouais, on n'a pas tellement envie. On commence à en avoir envie quand on en voit les bénéfices. Quand on voit que, si, quand même, ça peut nous dégager de situations dans lesquelles on s'enlisait, on n'était pas au mieux. Si on commence à apprécier les bénéfices, on se dit, d'accord, c'est coûteux, mais peut-être que c'est intéressant d'aller vers ça, quoi. Et donc, il ne faut pas s'étonner des résistances et des oppositions. Et donc, à l'heure actuelle, dans l'éducation, vous n'êtes pas sans savoir que la montée en puissance des neurosciences a envahi tout le champ, et comme s'ils étaient à même de résoudre toutes les questions, et en annulant tout ce qui a été fait avant eux ou par d'autres. Donc nous ne sommes pas du tout en opposition avec les neurosciences et avec tous les développements des recherches sur le cerveau, qui ne sont d'ailleurs pas nullement incompatibles avec les hypothèses de la psychanalyse. Simplement, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils ne rayent pas tout de la carte et qu'on puisse essayer de s'articuler et de collaborer. Pas d'être remplacé, parce que je ne pense pas que comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un élève suffit à comprendre ce qui se passe pour un enseignant qui enseigne dans une classe. Pas vraiment. Bon, ça c'était le petit quart d'heure. Et donc nous, ce qui nous importe dans notre courant, c'est ce qu'on appelle la clinique du lien professionnel, c'est-à-dire notre spécificité, mais bon, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est de tenir compte dans ces métiers du lien de la subjectivité des partenaires au niveau inconscient aussi, et de s'intéresser à la facette professionnelle des sujets avec lesquels on est en interaction, soit de recherche, soit d'accompagnement. Donc, il ne s'agit pas pour nous de faire un travail thérapeutique au plan personnel, mais de participer à un soin psychique du sujet professionnel, de la facette professionnelle de vous en tant que praticien et de vous. Ça, c'est la spécificité de ce courant de travail. Oui. Si je peux me permettre, Oui, Emmanuel. si je peux me permettre, on a
en lien avec ce que disait Narges tout à l'heure, je pense qu'en tant qu'éducateur, quand on accompagne des enfants, des adolescents pendant un certain nombre de temps dans sa vie, des enfants et des adolescents cabossés, eh bien, si on ne se met pas un peu à réfléchir sur ce qui nous anime, sur ce qu'on fait, eh bien, on peut prendre cher au bout d'un certain temps. Et ce n'est pas juste action-réaction. Ce n'est pas si simple que ça. L'objectivité dans laquelle on pourrait être pris avec les neurosciences, Oui. eh bien, ne répondent pas à tout, puisque ça nous agite aussi, nous, de pouvoir accompagner des enfants qui vont très mal. Alors on peut se dire qu'on le fait pour sauver des enfants, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui nous agitent aussi. Et sauver des enfants cabossés, eh ben, ça peut avoir aussi des choses qui viennent aussi en retour nous cabosser un peu aussi, quoi. Donc il y a bien des endroits où il faut réfléchir à ces questions-là, puisque sinon, eh bien, au bout de 5 ans, on arrête de travailler, hein, parce qu'on n'en peut plus. Hein. Mais vous voyez que c'est vrai aussi pour les enseignants, même les enseignants qui enseignent dans des zones de non-REP ou tout ça. Un enseignant est particulièrement usé au fur et à mesure des jours qui passent. Alors, peut-être par rapport à vous, éducateurs, ils ont aussi le problème d'avoir un groupe, comme ici, c'est-à-dire la relation groupe, mais vous avez aussi des situations groupales. Absolument. Et donc, et on n'est pas dans la même visée intentionnelle. Un enseignant, il a une visée de transmission de savoir, avec des corpus de savoir à transmettre. Peut-être que vous êtes plutôt une visée de savoir-être ou d'éducation. Si on est formateur de formation, donc c'est pas tout à fait exactement la même pratique, mais en tout cas c'est une pratique qui fait partie de ce qu'on appelle les métiers du lien, c'est-à-dire dans laquelle, pour cette transmission, on est en lien avec d'autres qui effectivement, dans la rencontre, nous affectent, même s'ils ne sont pas cabossés apparemment, quoi. On est affecté par toutes les rencontres. Ça me faisait associer un petit peu à ce que César disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que la question quand même de Freud, ou la façon dont il avait amené les choses sur ces métiers impossibles d'enseigner, d'éduquer et de soigner, c'est-à-dire que ça vient convoquer dans la et de gouverner. Et les choix. Oui, enseigner, éduquer, gouverner. On peut faire consciemment ou pas, d'aller plutôt vers le soin ou vers l'éducation, comme votre nom ici, ou l'enseignement. Parce que quand vous parlez des enseignements, on a des expériences partagées dans les équipes de ce à quoi ça nous convoque aussi quand on doit aller chercher une enfant chez nous, élève à l'école, et les modalités de relation avec certains professeurs principaux, est-ce que ça met en jeu. Alors, où est-ce que j'en suis du temps? J'ai très peu de temps pour le troisième point. 15 minutes. Oui, non, mais je vais passer très vite sur le troisième point, parce que c'était quand même ça l'important, que je propose ce contexte. Moi, dans le troisième point, je voulais vous parler de la manière dont je conçois le dispositif d'accompagnement clinique des pratiques. Donc, c'est un dispositif que j'ai pensé depuis très longtemps, au départ pour des enseignants, puis que j'ai fait évoluer en fonction des publics. Et souvent, ce sont des groupes avec des publics hétérogènes, des professionnels de diverses professions, mais tous engagés dans ce qu'on appelle les métiers du lien, c'est-à-dire des métiers dans lesquels la relation avec les autres est prégnante. Donc pour moi, ce protocole de groupe d'analyse des pratiques, il ressemble à beaucoup d'autres dispositifs d'analyse des pratiques. En général, dans tous les dispositifs d'analyse des pratiques, on fait raconter aux professionnels une situation vécue, et puis ensuite viennent des questions, et en troisième temps, on essaie de proposer des hypothèses. Mais là où se différencient les dispositifs, c'est la manière dont est conduit le troisième temps, ou en tout cas quelle est la visée. Si la visée était didactique par exemple, ben forcément on poserait des questions sur qu'est-ce qui s'est passé au plan didactique, et puis on irait chercher des hypothèses que la didactique nous donne. Si on est avec une approche clinique d'orientation psychanalytique, ça va induire
les questions qui vont être progressivement posées, et puis les associations qui vont venir ensuite pour essayer d'appréhender ce registre psychique. Du coup, ça donne un aspect particulier à ce dispositif. Et donc ça, c'est important pour vous de savoir, quand vous participez à un groupe d'analyse des pratiques, quelles sont les références de l'animateur et qu'est-ce qu'il essaie de vous faire travailler. Alors, il y a aussi des dispositifs multidimensionnels qui essayent de faire travailler tout et tout. Moi, je ne suis pas convaincue que ça soit très efficace, parce qu'on se perd dans toutes les dimensions et on travaille un peu tous et pas vraiment quelque chose en profondeur. Mais enfin, ça, c'est des choix. Hein. Il y a le dispositif du GIAS, je ne sais pas si certains ont entendu parler. Peut-être en dire 2 mots au niveau de l'enseignement. Ouais. Ah oui, il est très répandu chez les enseignants. Donc le groupe d'entraînement à l'analyse de situations éducatives, le GIAS, avec des protocoles assez stricts, où celui qui a proposé la situation doit sortir pendant que les autres proposent des hypothèses, enfin se mettre à l'écart. Et puis, on cherche à analyser toutes les dimensions. Et c'est bien ça, vous voyez, pour laquelle je ne prends pas parti. Je pense que c'est trop ambitieux de vouloir analyser toutes les dimensions. Voilà. Donc, la différence, elle est vraiment là. C'est-à-dire que nous, dans l'approche clinique, on est vraiment sur le registre psychique. Alors après, évidemment, il y a des styles d'animateurs, et vous verrez d'ailleurs mes collègues dans les prochaines conférences, avec des dispositifs approchants, mais un petit peu différents, avec des styles différents, puisque chacun aussi a sa propre formation psychanalytique, ses propres auteurs de référence psychanalytiques. La psychanalyse n'est pas qu'un bloc, hein. Il y a différents courants de théorisation, donc chacun est formé plus ou moins selon un certain courant. On n'a pas tous exactement, donc il y a des petites variations, mais le contexte global, c'est le registre psychique au sens inconscient. C'est ça qu'il faut penser, et après, la manière de le comprendre, ça va relever des théorisations auxquelles on fait appel chacun de nous parce qu'on a été formé dans cette dimension ou dans une autre. Peut-être mettre l'accent sur le fait que le travail est fait autour du récit et du professionnel, oui, et pas du tout axé, je crois, sur la situation elle-même. Voilà. Voilà, ça, il y a une grande différence dans les analyses de pratique. Il y a des analyses de pratique qui s'attachent à analyser la situation et quelles sont les variables et qu'est-ce qui s'est passé. J'ai travaillé longtemps avec une collègue qui regardait les chaînes cognitives à l'œuvre chez les professionnels, et on regardait la régularité entre toutes les situations proposées. Là, on n'est pas du tout sur le même versant, tandis que nous, on est centré non pas sur la situation, sur le rapport de la personne qui expose à la situation, et à travers son récit. Bien sûr, aucun de nous n'a la vérité historique de ce qui s'est passé. Nous travaillons au travers du récit et des émotions que la personne nous envoie dans le message qu'elle fait dans le récit et que nous ressentons. Et donc à travers les mots, à travers les intonations, à travers ce qu'elle laisse passer comme mouvement émotionnel, on va pouvoir dire, ah ben moi quand tu parles j'ai ressenti ça, donc là tu penses pas que, et là peut-être moi ça me fait penser à, j'associe avec, et la personne va dire, ah ben oui, ça je peux associer avec une autre scène. Et donc notre idée, c'est de pouvoir faire remonter le professionnel à des scènes personnelles de son histoire ou de sa formation ou de lui ou d'elle à l'école, pour essayer d'y comprendre quelque chose. Par exemple, il m'est arrivé, je pense que ça ne va pas le faire aujourd'hui, je n'aurai pas cette impression, mais l'année dernière, j'ai fait au moins 2 conférences, et après les conférences, je me suis dit, je n'ai pas dû aller jusqu'au bout de mon exposé, j'ai oublié la fin de mon exposé. Et j'ai dû demander autour de moi, mais vous êtes sûr que j'ai raconté mon exposé jusqu'au bout? Et ça a été très très pénible pour moi, parce que j'ai fait un blackout, et les gens me disaient, mais oui, ah oui, ça tu l'as dit, ça tu l'as dit.
complètement oublié la fin. Et j'ai dû, pour arriver à comprendre, remonter très très loin dans mon histoire pour comprendre qu'est-ce que j'avais, que mon inconscient avait mis en scène dans ces conférences, ce qui fait que, avant d'arriver au bout, j'étais complètement dissociée de moi-même. Je l'ai fait, et je n'y étais plus. Et pourquoi? Il a fallu remonter assez loin, dans mon histoire, pour comprendre qu'est-ce que mon inconscient réactualisait là. Alors pour des raisons objectives, de circonstances, une conférence dans laquelle j'avais plusieurs hommes à côté de moi, très connus, et donc je m'étais fait tout un cinéma, comment je vais m'en sortir, moi, une femme, j'ai rien à dire, etc. Quoi. Bon, vous voyez le travail. Donc pour vous dire que pour comprendre des actes professionnels ou des choses qui se passent dans nos actes professionnels, elles sont en lien avec tout ce qu'on a vécu et qu'on peut venir réactualiser sur le plan professionnel. Donc c'est ça qu'on essaye un petit peu de faire travailler. Bon, je vais arrêter là, c'est bon. Tu penses que c'est... Oui. Je peux raconter une vignette? Oui, peut-être. Tu crois? Une petite vignette, ouais. Ah. Oui, c'est vrai, j'avais prévu ça. Oui, alors ça va être un enseignant. Puis d'ailleurs, ça va vous distancer. Alors, juste rappeler que quand la salle est faite de manière à ce que, même quand vous avez l'impression que vous chuchotez, c'est extrêmement en écho quand on est ici. Moi, je peux le dire, je suis. Donc voilà, c'est juste bon. Non, mais on va donner la parole. Alors, je vous raconte juste une petite histoire, peut-être que ça donnera du concret. Donc, c'est un enseignant musicien. C'est un groupe d'analyse des pratiques que j'anime depuis 8 ans dans une formation de musiciens qui deviennent enseignants, devenir professeurs de conservatoire ou d'école de musique. Ils sont enseignants tous au départ, ils ont un diplôme avec un instrument, une forme de musique, mais là on les forme pendant 2 ans à être enseignants de musique, d'accord? Ils sont jeunes. Donc l'institution leur a imposé de faire un groupe d'analyse de pratique. Inutile de vous dire que c'est pas facile du tout parce que c'est imposé. Ils ne sont pas volontaires et donc il faut les enrôler. C'est un groupe important de 15 jeunes étudiants. On le co-anime à 2, ma collègue Sophie Lerner et moi, mais il y a beaucoup de résistance. Bon, alors c'est un pari là aussi, ça fait 8 ans qu'on le fait, on continue. Donc là, on a 10 séances dans l'année. Et ce jeune musicien que je vais appeler Olivier, il a attendu longtemps avant de pouvoir proposer une situation. Le contrat, c'est qu'il passe au moins une fois avec une situation, qu'on puisse travailler et qu'on puisse reprendre la fois d'après. Alors, c'est Olivier, on appelle ça, nous, un adolescent professionnel. C'est une notion qu'on a développée dans nos travaux. Peut-être Louis-Marie, tu leur en parleras à la 4e conférence, c'est-à-dire des professionnels qui traversent une crise d'adolescence professionnelle, au début, qui dure d'ailleurs un certain temps. Donc pour moi, c'est un adolescent professionnel. Et lorsqu'il prend la parole, il nous dit qu'il s'est trouvé en but dans son cours de formation musicale. Alors la formation musicale, c'est ce qu'on appelait avant le solfège. Donc maintenant, c'est le nom pompeux de formation musicale. Donc tous les enseignants doivent imposer de la formation musicale à leurs élèves. Et dans son cours de formation musicale pendant 2 ans, il a eu, dit-il, un adolescent qui lui a mis la pagaille, le bazar, enfin vous voyez le mot que je ne prononce pas. Oui. Il allait à reculons à ce cours et il dit quelquefois avec la boule au ventre, il a tout essayé, rien n'a marché. Et puis il dit très vite et très bas, c'est un peu comme moi ici. C'est-à-dire lui en formation là. En effet, on a constaté depuis le début que lui, avec un de ses collègues garçons, nous provoquait dans notre travail pour chercher à tout prix à faire des plaisanteries, casser le cadre,
juste à la limite de ce que nous, on a réussi à négocier tout en le contenant. Puis finalement, au fil des séances, il n'a plus été suivi. Et donc ces provocations ont un peu diminué. Mais vous entendez que lui, tout de suite, a fait le lien. Ah, c'est un peu comme moi ici. Mais moi, je crois que quand il fait le lien comme ça, il le dit, mais il ne réalise pas. Et c'est tout l'enjeu du travail de lui faire réaliser que oui, il y a peut-être un lien beaucoup plus important que ce qu'il ne croit pas. Hein. Donc l'exploration a continué autour de ça. On leur fait décrire comment ils ont rencontré l'instrument dont ils jouent, comment ils ont construit la musique tout au long de leur carrière, quels sont les profs qu'ils ont aimés, ceux qu'ils ont détestés. Il faut savoir que dans la formation des instrumentistes, souvent ils ont un professeur pendant des années, et souvent des professeurs qui ont des tendances un peu sadiques, et avec lesquels ils restent malgré tout, parce que les parents disent « Ah mais c'est pour ton bien ». Et ce n'est que plus tard qu'ils peuvent dire « Ah là là, j'ai été complètement maltraité ». Donc nous, on a à cœur dans cette formation d'essayer de voir, quand ils sont en train de devenir enseignants, quels sont leurs modèles redoutés, détestés, ce qu'ils ont vécu, ou bien les modèles admirés. Alors il dit qu'il a toujours détesté les cours de formation musicale, et jamais il aurait pensé qu'il se retrouverait enseignant de formation musicale, mais il a eu, miracle, un professeur extraordinaire, un vrai pédagogue, celui-là, un qui faisait autorité, on ne s'ennuyait pas avec lui. Vous voyez l'idéalisation, le modèle qu'il va avoir dans la tête et qu'il ne va jamais pouvoir atteindre. Donc il faut qu'on fasse normalement travailler sur cette idéalisation pour qu'elle s'apaise un peu, sinon il n'y arrivera jamais, il va être persécuté par ce modèle. Alors ce qui le touche le plus, et là où on voit traverser les affects, c'est qu'il a l'impression que pendant 2 ans, il ne s'est occupé que de cet adolescent, et que du coup, il a un peu abandonné les autres élèves. Donc aujourd'hui, c'est la culpabilité qui lui revient de les avoir abandonnés. Et cette culpabilité, il dit « je récolte ce que je mérite ». Donc c'est un peu quelque chose qui vient en punition. Et peut-être que cette punition, elle est aussi par rapport au fait qu'il a embêté tous ses profs lui aussi. Il continue avec nous et dans la formation. Voilà. Alors au moment où on a cherché d'aller un petit peu plus loin dans l'exploration pour savoir pourquoi il embêtait ses profs, est-ce qu'il s'ennuyait lui aussi, il avait des parents musiciens comme ce jeune adolescent, est-ce qu'il y aurait un lien? Alors là il nous a dit non mais alors là il faut parler d'autre chose maintenant. J'ai pas du tout envie d'étaler ma vie privée devant les autres. Et si j'en ai besoin, j'irai m'allonger sur un divan. Ah non, mais c'est ça, après on est plus du coup dans le domaine de la psychanalyse. Voilà. Alors, voilà. Et donc là, nous on entend ça. Et dans le contexte de ce travail, qui est une sensibilisation, on est en fin d'année. Nous, c'est une injonction à arrêter. Bon, d'accord, Olivier, vous reprendrez ça plus tard. Mais on a quand même essayé de lui dire qu'il y avait un gradient extrêmement important entre aller chez un psychanalyste et s'emparer de l'espace qu'on lui donnait l'opportunité d'utiliser pour travailler un tout petit peu ce qui se rejouait dans sa pratique professionnelle. Et stop. Après, on les revoit en entretien individuel, donc on a pu un petit peu retravailler. Mais voilà, il nous a intimé l'ordre d'arrêter là. C'était trop difficile pour lui d'aller plus loin. Alors, c'est pas toujours comme ça. Quelquefois, la personne accepte d'aller un peu plus loin et de partager un peu plus et de se sentir un petit peu dégagée de là, en l'occurrence, de cette honte, cette culpabilité et ce retour de représailles sur lui-même. Je n'ai que ce que je mérite, c'est fort. Mais pour pouvoir aller au-delà, oui. Comme vous dites, je pense qu'il faut quand même être très en confiance avec ses pairs qui sont au niveau du groupe. Parce que se livrer comme ça, il y a le regard aussi de ses pairs. Mais bien sûr. Et ça, c'est pas facile d'admettre certaines choses. Mais bien sûr. Donc, juste dire que moi,
le protocole que je vous ai décrit là, je l'ai beaucoup utilisé pour des professionnels qui ne travaillent pas ensemble. Ce qui donne effectivement une plus grande liberté de s'exposer dans son histoire personnelle. Néanmoins, j'ai aussi l'expérience de l'avoir essayé de le mettre en place, on va dire, dans cette formation, avec des équipes d'enseignants dans un lycée, un micro-lycée. Voilà. Et donc, j'ai aussi travaillé dans l'école de la deuxième chance avec une équipe de formateurs. Donc je pense qu'on peut faire un certain travail, modulé bien sûr, mais pas tout à fait le même qu'en privé. Mais je crois qu'on peut quand même arriver à installer un cadre où les personnes essaient de se sentir en confiance au fil du temps et du travail tel qu'on le mène pour faire un petit travail. Je crois que c'est possible. Peut-être une dernière question, je crois que Frédéric vous voulez... Non, pardon. J'ai pas... Nora, allez-y. Je voulais quand même dire que c'est... vous êtes intervenante auprès du SAVA, salle, et c'est aussi possible de faire avec les éducateurs. Oui. Oui, mais vous savez comme moi que c'est pas facile. Oui. Moi la première. Je représente les résistances au sein du groupe d'analyse de pratique du SAVA. Et j'ai depuis un an lâché. Enfin là, oui. Depuis un an maintenant et je commence à lâcher. Oui, mais c'est naturel, les résistances, on l'a vu. Enfin, c'est inhérent. C'est inhérent. Après, comment arriver à mettre en confiance une équipe qui travaille ensemble? Voilà, il faut essayer de ne pas être intrusif, d'être délicat, d'être soutenant, compréhensif, et puis de mettre un climat de... Mais moi, je crois quand même qu'on a l'expérience avec vous qu'il y a des retombées indirectes sur l'atmosphère de l'équipe. C'est-à-dire qu'on apprend dans ces lieux-là à s'écouter différemment. À se respecter complètement dans la tolérance de ce qu'est l'autre, alors que forcément dans la vie ou sur le terrain professionnel, les autres ils nous énervent par moments. Non mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, zut quoi. Là on prend le temps d'écouter. Ah ben oui, je comprends mieux pourquoi avec cet adolescent, oui bon d'accord, ça c'est sa façon, c'est sa transmission de ses valeurs à elle, à lui, je comprends mieux. Et donc, on s'écoute absolument différemment. Et je pense que ça, c'est important dans les temps qui courent, de se respecter. On parlait de tiers tout à l'heure, je parle de tiers neutres dans la transversalité justement des équipes, de la composition des équipes dans lesquelles justement on va voir sur les neutres. Oui, alors c'est juste, effectivement, c'est pour ça qu'on se fait un point d'honneur d'avoir toujours des intervenants avec une extériorité au moins de l'institution, et qu'on n'est pas dans ce qu'on a connu à une période, à savoir le psychologue de l'équipe faisait aussi la régulation, l'analyse des pratiques, le machin. Donc là, effectivement, là-dessus, on a au moins cette... Ça oblige les animateurs à mettre une étanchéité complète sur ce qui se dit dans le groupe. Donc, alors moi je voudrais juste faire un lien et après je serai là. Oui, Frédéric me dit c'est fini, mais quand même il y a quelque chose là qui ça s'anime. Je suis beaucoup d'entre vous le savent, je suis éducatrice de formation, j'ai travaillé comme éducatrice beaucoup d'endroits, etc. Je considère quand même aujourd'hui qu'on rentre dans le ventre de ces mômes qu'on accompagne quand même. On sait des choses de leur vie qui sont dans un détail de leurs histoires qui est quand même pas banal. Et j'estime en tout cas, parce qu'on voudrait rentrer dans ce métier et rentrer dans ces ventres-là sans jamais nous mettre à l'épreuve de ces questions-là, ça n'est juste pas possible. Ça c'est, voilà, là je le dis de la manière dont moi j'ai vécu ce métier. Et si on ne veut pas leur faire payer ce qui nous a été si lourd pour nous, qu'on n'a pas travaillé chez le psy ou machin, etc., eh bien au moins il faut qu'on se saisisse de ces espaces pour mettre au travail les choses
Oui, il y a des endroits où ce sera difficile, mon collègue, je vais être exposée, etc. Ça se travaille parce qu'on bosse avec des mômes que nous exposons tous les jours. Quand on met un gamin dans une synthèse, qu'il est là, que son père est là, sa mère est là, son beau-père, et nous, là-dedans, on essaye de se situer au-dessus, non, il faut qu'on ait éprouvé certaines choses aussi pour être dans la capacité d'accompagner, d'avoir les formulations qu'il faut, etc. Et de ne pas, je le dis très tranquillement aussi, quand j'entends parfois certains référents de l'aide sociale à l'enfance balancer des choses à des gamins en se disant mais est-ce que tu peux imaginer 30 secondes ce que tu es en train de dire à ce gosse, eh bien c'est la preuve que jamais ce référent n'a eu à travailler quoi que ce soit de lui-même dans un groupe d'analyse et pratique. Voilà. Je voulais juste dire ça, et que pour moi c'est la garantie qu'on a des professionnels, et je le vois tous les jours dans le travail que vous faites, que vous êtes avec ces espaces-là dans une capacité à parler à l'autre, je crois que vous vous en rendez pas compte, dans un respect, une considération qui est essentielle. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Pardon. S'il y a une dernière question, sinon on va faire la pause. Vous mettez l'accent à juste titre sur la question de travailler sur soi dans le métier, on va aller vite sur les questions de transfert et de contre-transfert, une propre analyse, mais moi ce qui me semble important aussi c'est de la compléter. Nous avons un travail, on travaille en équipe en fait, à l'hôpital et dans d'autres endroits, et je pense que les questions transférentielles et contre-transférentielles sont aussi importantes à analyser, à mettre au travail au sein de l'équipe entière. Ah ben oui, ça, oui, on est d'accord. C'est sans doute c'est difficile. Oui. Et parce que là, ça entraîne des résistances de la part de l'équipe. Non, mais pas seulement, il faut des intervenants. Et en même temps, c'est quelque chose de très vivant que l'analyse des pratiques ne peut pas répondre sur ce qu'il a des limites, parce que tout le monde n'est pas là, tous les acteurs de l'équipe ne sont pas en analyse des pratiques. En même temps, ça peut justement permettre à l'équipe, dans les moments de réunion, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir interroger les mouvements transférentiels qui nous amènent à pouvoir être englués dans une situation, à pouvoir être dans des passages à l'acte, par rapport à une jeune, s'entend, etc. Et ça me paraît vraiment important d'avoir cette double lecture qui, quand on le dit, c'est facile, quand on le fait, c'est plus difficile. Et du coup, de le mettre, mais j'ai envie de dire, de le prendre en compte dans chacune des réunions. Savoir se dire, mais qu'est-ce qui se joue? Prenons de la distance. Ça, c'est l'idéal du moi de l'institution, quasiment. Mais ça serait, oui, ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Ça, bon. Le temps est terminé. Oui, oui. Alors, si on veut prendre une pause, je voudrais vraiment remercier Claudine Blanchard.